Petit message avant que l'épisode ne commence pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne, comme ça vous permet de nous soutenir et surtout vous ne louperez aucun épisode à venir. Allez, bonne écoute. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Pod Conseil pour une édition spéciale enregistrée en live pour la journée technique qui clôture le projet Progressol. Les sols agricoles sont divers et complexes, mais on oublie trop souvent qu'il s'agit d'un milieu qui reste fragile, qui nous rend bien plus de services que simplement la capacité à produire. Alors dans cet épisode, on va s'intéresser à ce curieux objet qui est le sol agricole, et pour en discuter, je serai accompagné par Stéphane Détard, agriculteur, membre du projet Progressol. Stéphane, bonjour. Bonjour, merci. Et Stéphane Burgos, enseignant-chercheur à la AFEL, spécialisé en pédologie et cartographie des sols agricoles. Bonjour. Alors, Stéphane Burgos, d'ailleurs je dois préciser ton nom de famille vu que aujourd'hui on reçoit deux Stéphane. Pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te poser une question simple mais qui reste complexe. D'où viennent les sols agricoles ? C'est quoi un peu l'origine ? Comment ça se forme un sol agricole ? Est-ce que c'est un temps rapide ? Alors non, c'est pas rapide. Donc les sols qu'on a ici sur le site sont issus de moraines glaciaires. Donc il faut imaginer qu'il y a 10 000 ans, il y avait de la glace au-dessus. Et une fois que le glacier a fondu, il a posé toutes les moraines qu'on a derrière la tente ici. Et puis avec le temps, la matière organique va se mélanger avec la matière minérale. Et peu à peu, le sol va s'approfondir pour arriver à une profondeur d'à peu près 1 mètre. Vous pouvez le voir sur le profil, je vous encourage d'ailleurs à aller le voir juste après. D'accord, donc on voit que c'est un processus qui est long. Il est très long et puis ça fait que ce n'est pas une ressource renouvelable à court terme. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il est dégradé... Il n'y a plus. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc du coup, on va en profiter dans cet épisode pour s'intéresser aussi aux phénomènes qui nous font perdre du sol agricole. À partir de quand un sol peut être vivant, mort, enfin toutes ces questions un peu complexes. Mais j'ai envie déjà de vous poser une question à vous deux. Comment on observe un sol ? C'est quoi les strates qui composent ce sol ? Alors moi je fais un trou, on appelle ça un profil de sol. Et puis en général on a 2 ou 3 couches comme ça, on appelle ça des horizons. Le dessus il est souvent plus foncé. On l'appelle horizon A. Et puis ensuite, entre deux, il y a un horizon B. Et puis, il y a la moraine ou une roche différente au-dessous. D'accord. Donc, plusieurs horizons. Et le plus actif est celui du dessus. Et c'est là où il y a l'humus, justement. Alors, l'humus, c'est une partie du composant du sol, oui. Ouais. Donc, c'est une partie très vivante avec beaucoup de matière organique. L'humus, c'est de la matière organique. Donc, les sols ont entre, 2 à 5% d'humus. Et puis, c'est là-dedans que les organismes vont avoir leur activité principale. D'accord. Alors, en introduction, j'ai brièvement rappelé qu'on n'attendait pas uniquement du sol agricole sa seule capacité à pouvoir produire. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un sol agricole ? Est-ce qu'il y a aussi... Oh là là, tout s'effondre. Est-ce qu'il y a aussi une importance sur la capacité d'infiltration d'eau ? C'est aussi de la biodiversité qu'on peut entretenir. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un sol agricole ? Quelles sont les fonctions écosystémiques qui nous rendent ? Tous les sols, en principe, ils ont plusieurs fonctions. Comme tu l'as mentionné, les fonctions d'infiltration, il y a une certaine quantité d'activité biologique. Et puis, une des fonctions qui nous concerne plus particulièrement, c'est la fonction de production. Mais pour d'autres systèmes, c'est plus des fonctions écologiques, si on pense à des marais ou bien des montagnes. Donc tout ça, ça compose le sol. Donc le sol, c'est aussi quelque chose qui nous rend des services écosystémiques, puisque s'il y a de l'infiltration d'eau, ça recharge les nappes, ça passe par là. Dans le cycle de l'eau, c'est important, quoi. C'est ça, le sol, c'est une partie de l'écosystème en général, et puis le sol agricole est une partie de cette partie. On va enchaîner tout de suite avec une partie qui parle plus des pratiques agricoles et quels sont leurs impacts sur la qualité des sols. Stéphane Détard, du coup, quand tu as repris ton exploitation, est-ce que tu as déjà commencé par faire une observation du sol et est-ce que tu as raisonné ta pratique agricole en fonction de ça ? Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme impact sur le sol, qu'il soit positif ou négatif quand on fait de l'agriculture ? Alors déjà, depuis que j'ai commencé l'agriculture, je n'observais pas le sol autant qu'aujourd'hui, ça c'est clair, parce qu'au début, je l'ai considéré comme un support. Donc il fallait planter, semer, protéger la plante avec des phytosanitaires, amener de l'engrais pour nourrir la plante, parce que pour moi, de ma tête, le sol c'était un support. Il fallait le décompacter avec des machines, faire un lit de semences. Donc là, tu évoques aussi la vision peut-être qu'on avait avant et qu'il faut peut-être abandonner de plan de sol climat. Les 3 composantes qu'il faut maîtriser et puis c'est tout.
Voilà, un peu, mais ça c'est mon expérience personnelle, donc peut-être d'autres agriculteurs avant moi sont déjà bien intéressés au sol. Et puis après, petit à petit, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça et qu'est-ce qui se passe dans le sol, et là, ça a été une découverte assez passionnante de me dire c'est tout un monde, toute une vie. Et puis, quand on a un sol, c'est très long, l'évolution du sol. Ça fait des années peut-être qu'on le dégrade, mais on ne se rend pas compte à l'échelle d'une génération. Et puis, mais ce qu'il faut penser aussi, vous l'avez dit, M. Burgos avant, c'est que pour le régénérer, il faudra aussi énormément de temps. Donc, c'est vraiment important d'activer nos pratiques. Mais c'est difficile à voir les effets directs. Donc, on le voit un peu, mais c'est pas évident, quoi. Donc pour voir ces effets, en fait, tu utilises tout un tas d'outils qui te permettent un peu de mesurer plus en précision ces niveaux de vie, cette matière organique que tu cherches peut-être à augmenter et tout ça. Et c'est en fonction de ça aussi que tu prends des décisions au niveau de tes pratiques agricoles. Oui, alors il y a plein d'outils techniques aujourd'hui, mais l'outil, à mon avis, principal qu'il faut développer, c'est revenir à l'agronomie et aussi à la sensibilité de sentir un sol, simplement son odeur, sa texture, simplement de planter la bêche et puis regarder ce qui se passe dessous. Au début, on a de la peine à interpréter, mais plus on le fait régulièrement, plus on se rend compte que l'odeur n'est pas optimale, on a un tassement, ou alors au contraire, on a un sol grumeleux qui est très bien vivant, on a plein d'insectes, des vers de terre, donc c'est s'habituer à observer régulièrement son sol pour voir son évolution. C'est presque plus important que les outils techniques qui nous aident malgré tout à interpréter des fois des choses qu'on ne voit pas, tout ce qui est de la chimie du sol. Mais l'aspect pratique de toucher le sol, c'est important. D'accord. Et Stéphane Burgos, du coup, quand tu observes un sol, tu fais un trou, qu'est-ce que tu regardes en premier ? Alors, en principe, si je suis fatigué après avoir creusé, c'est que c'était dur. Et non, blague à part, la position des horizons et puis les propriétés physiques, c'est quand même quelque chose qui est difficile à analyser. On peut analyser, comme tu l'as dit, la chimie, etc. Mais les propriétés physiques, c'est vraiment quelque chose qu'on doit regarder. Et comment sont les agrégats, si c'est gros, petit, où sont les racines, est-ce que je vois des vers de terre. C'est quelque chose qui est simple en fait, c'est pas de la haute technologie. Il faut ouvrir les yeux, mais ça permet d'avoir des bonnes idées sur comment fonctionne le sol. Tu parles des agrégats, juste pour rappeler un peu ce que c'est des mottes de terre qu'on regarde, et au plus elles sont fines, ou alors au plus la surface cassante de la motte est lisse, au plus ça veut dire que le sol est pris en masse. Alors au-dessus, comme il y a l'activité biologique, on a souvent des agrégats arrondis, des grumeaux. Dessous, c'est en général un peu plus anguleux parce qu'il y a moins de matière organique. Et puis évidemment, si c'est compacté, on aura des agrégats beaucoup plus gros. Donc si c'est des agrégats de, 10 cm, c'est que là, il y a eu une grosse machine qui a passé dessus. Et d'ailleurs, en parlant des machines, quelle est la menace du machinisme sur les sols ? Est-ce que c'est le tassement ? Est-ce que c'est la force motrice ? Qu'est-ce qui va perturber les sols quand on parle de machinisme ? Alors moi, je vais citer un spécialiste du sol en France qui disait qu'en fait, ce qu'on cherche dans le sol, c'est vraiment une porosité. Mais la porosité, elle est microscopique. Et du coup, c'est la capillarité, du sol. Et ça, c'est important. Et puis pour avoir ça, c'est la biologie, chaque fois qu'elle crée des trous dans le sol, comme les racines ou les autres bactéries et tout ça, autour du trou, elle va déposer une matière organique pour que le trou reste stable. Et puis ça se fait dans les sols naturellement si on ne le travaille pas. Et lorsqu'il pleut, ça passe très bien. Au contraire, les machines de décompactage, elles font énormément de trous, des gros trous. Mais pour parler français, c'est des trous de merde, parce que chaque fois qu'il pleut, il y a tout qui s'effondre. C'est comme quand on creuse des tunnels, on fait une voûte en béton pour pas que ça s'effondre. Eh bien, la biologie du sol fait la même chose. Donc, de pouvoir remplacer la machinerie agricole par le travail des racines et des micro-organismes, ça, à mon avis, c'est essentiel. Oui, si j'essaye de reformuler, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il y a deux types d'aération dont on a besoin pour que les racines poussent dedans. Il y a l'aération qui est mécanique, donc qui est faite par le travail des machines, et l'autre, il y a une aération qui sera biologique et qui sera structurée par une colle biologique. Il me semble que c'est la glomaline, si je me souviens bien de mes petits cours. Est-ce que je dis des bêtises, Stéphane ? Non, c'est ça. Et du coup, cette ressource au sol, elle n'est pas illimitée. Comme vous l'avez dit en introduction, c'est quelque chose qui est long à se former. On met du temps à régénérer ça. Comment on fait pour éviter d'en perdre au plus déjà ? Quels sont les premiers principes qu'on pourrait mettre en place ?
Peut-être juste avant, pour revenir à la menace due aux machines. Oui. Le sol, il est fragile s'il est dans une condition assez humide. Donc Oui. la portance d'un sol, il est relativement faible si le sol est trop humide. Et la contrainte qu'une machine peut faire dessus, elle sera d'autant plus problématique si la machine est grosse et le sol humide. Donc ça veut dire que le risque de tassement et d'érosion va augmenter. Et actuellement, c'est une des grandes menaces qui pèsent sur nos sols. On perd les fonctions naturelles et on risque de les remplacer par comme tu l'as dit, un machinisme important. Est-ce qu'on peut juste faire un point sur l'érosion? C'est quoi le mécanisme d'altération du sol quand il y a de l'érosion? De quoi on parle exactement? Alors l'érosion, un sol nu, l'eau arrive, elle va commencer à ruisseler si elle ne peut pas s'infiltrer. Et puis en ruisselant, elle va emporter des particules du sol. Et puis sur une colline, ça va se retrouver dans la plaine. Donc c'est pour ça que des fois on voit des rivières boueuses, des cours d'eau qui sont chargés en... C'est quoi? C'est de la matière organique? C'est du sol? C'est des particules de terre. Donc chaque fois qu'il pleut, regardez dans les rivières. Quand elles sont brunes, c'est tout du sol agricole qui a disparu dedans. Et donc j'ai envie de dire qu'aussi si l'eau ne s'infiltre pas, on peut aussi avoir des risques d'inondation, j'imagine, dans certains endroits. Alors quand il y a des grosses précipitations, très vite, l'eau va arriver dans les eaux de surface et puis ça peut provoquer des crues et beaucoup plus rapide que si l'eau peut s'infiltrer. Et on perd le pouvoir tampon du sol en fait si l'eau ne peut pas s'infiltrer. Vous aurez bien compris que j'essaye de vous emmener sur une troisième partie un peu plus tard, que finalement le sol c'est aussi un bien commun et que les pratiques agricoles vont avoir un impact sur ce bien commun. Et comme on l'a dit en introduction, c'est pas juste une capacité à produire de la nourriture, il y a d'autres services écosystémiques qu'on recherche via ce sol agricole et on en reviendra un peu plus tard tout à l'heure. Maintenant, j'ai juste envie de te poser une question, Stéphane. C'est aujourd'hui, sur ton exploitation, t'en es où sur tes sols agricoles? Est-ce que tu arrivais à améliorer une situation de départ ou pas? Alors oui, les améliorations, on en voit visuellement. Maintenant, c'est un long travail. J'ai fait aussi beaucoup d'erreurs dans mes recherches parce que exploitation bio depuis 10 ans, sans charrue, au début charrue des chômeuses, mais maintenant plus de charrue du tout, ça lance pas mal de défis. Donc il y a aussi eu des sols qui sont à quelque part empirés. En plus, j'ai un domaine quasi sans bétail. Donc c'est un défi supplémentaire. Oui. Mais on voit quand même une très bonne activité biologique. Toujours plus de vers de terre, des problématiques que j'avais avant qui ont disparu. Si je prends un exemple des limaces, on voit beaucoup de carabes ou de prédateurs de limaces. Du coup, j'ai plus beaucoup de problèmes de limaces, en tout cas ces 5 dernières années. Donc on voit, oui, des améliorations, mais il y a encore du chemin à faire. Et puis à mesure, on apprend, quoi. Mais en tout cas, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a quand même des possibilités pour limiter l'impact de la pratique agricole sur le sol et même mieux de restructurer un peu tout ça, quoi. Oui, alors il y a plusieurs enjeux. On voit aujourd'hui, il y a aussi l'enjeu de l'énergie, quoi. Travailler le sol superficiellement, c'est aussi des économies de diesel, autant économiques qu'énergétiques au niveau planétaire. Si on travaille à 5 cm plutôt qu'à 25, il y a des impacts impressionnants. Et puis l'autre chose, c'est si on arrive à utiliser ce sol, à le comprendre et puis à l'utiliser en faveur de la vie et de l'agriculteur aussi, c'est impressionnant de voir justement d'améliorer sa structure et finalement on a moins d'interventions à faire dessus pour des résultats équivalents, voire meilleurs. On va directement enchaîner sur la partie sur laquelle j'essaie de vous emmener, c'est comment on préserve la qualité du sol. Est-ce qu'il y a juste les pratiques agricoles à changer pour préserver ces sols agricoles? Est-ce qu'il y a d'autres menaces qui pèsent dessus? Moi, je pense à l'artificialisation des sols et également à la pollution des sols. Alors, si on regarde depuis plusieurs décennies, on perd beaucoup de sol chaque année en termes de surface. Donc, pour l'instant, on a parlé surtout de la qualité du sol, mais la quantité de sol, en tout cas les terres agricoles, diminue. Les surfaces d'assolement, qui sont les terres en principe les plus fertiles, sont mieux protégées, mais les autres surfaces sont très vite construites avec des routes, des bâtiments. Et puis ça, c'est une menace sur la surface productive qu'on peut avoir en Suisse. Une des plus grandes, je pense. Donc la plus grande menace, c'est justement l'expansion des villes, de la bétonisation? La population augmente, puis les gens aimeraient avoir leur petite maisonnette, mais la surface est limitée. Et il se passe quoi si je décide d'enlever le béton après? On peut revenir en arrière ou c'est quand même compliqué? S'il faut 10 000 ans pour faire un sol,
On ne va pas pouvoir, d'une baguette magique, recréer un sol en enlevant un parking. Mais ça se fait, il y a des remblais, des choses comme ça qui se font, mais c'est lent. Il faut être patient et puis ce n'est pas une solution. Autant préserver ce qu'il y a déjà plutôt que d'essayer de faire quelque chose d'artificiel. Est-ce qu'il y a des structures qui existent justement pour préserver ces surfaces agricoles ? Est-ce qu'il y a des organismes qui existent ou... Il y a des lois. Il y a des lois, il y a toute une série d'outils d'aménagement du territoire qui existent. Ça, je parle au niveau quantitatif, donc la surface. Ouais. Et puis après, au niveau qualitatif, là, c'est plutôt les pratiques agricoles qui vont jouer un rôle. Donc on a besoin d'agriculteurs comme Stéphane Détard qui ont conscience de la qualité des sols aussi et de se lancer un peu dans cette agriculture qui vient améliorer la structure des sols et également la fertilité des sols, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais quel est le lien entre la matière organique et la fertilité des sols ? Alors, de manière générale, en Suisse, les sols sur le plateau, ils n'ont plus assez de matière organique. Et puis, depuis quelques années, il y a une prise de conscience, aussi pour ça qu'on est ici, il y a une bonne prise de conscience sur l'effet positif qu'a l'activité biologique sur toute une série de fonctions du sol. Et peu à peu, les pratiques agricoles vont favoriser cette augmentation de la matière organique. Mais il faut être patient. Il faut être patient, oui. T'as été patient, Stéphane Détard ? Oui. J'aimerais juste peut-être... tu as posé la question comment protéger les sols. Oui. Une chose importante quand même à noter, c'est qu'on parle de pollution, on parle de dégradation. On a le climat, l'air et puis l'eau. On parle de pollution de l'air et de l'eau, mais on n'arrive pas à détruire l'air ou l'eau. Si on arrête de polluer, ça va se régénérer relativement rapidement, entre guillemets. Par contre, un sol, c'est un complexe organo-minéral qui est très fragile et si on peut le détruire. Et on peut pas, c'est irréversible la destruction du sol. C'est ça qui est quand même important à savoir. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut aussi vraiment avoir conscience de ça, de cette capacité du sol aussi à être un environnement complexe et qui a une écologie qui lui est propre en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que ça, du coup, dans ta pratique, c'est ce qui a un peu changé. C'est ce que tu disais d'un point de rupture entre la vision de c'est un support et que maintenant c'est devenu un environnement écologique. Ouais, c'est un habitat. Il y a plus de vie en dessous de la surface qu'en surface. Si on prend un troupeau de vaches, une exploitation qui a 2 UGB hectares, si on calcule le poids des micro-organismes, on est plutôt à 4 ou 5 UGB, un sol vivant en dessous. Donc il faut aussi le nourrir, il faut aussi s'en occuper. C'est grâce à ça qu'on a des rendements. C'est la clé de des rendements sans trop intervenir en fait. Alors, je pense aussi que les fonctions naturelles permettent d'avoir un rendement naturel plus élevé sans rien faire. Donc, si je veux augmenter un peu plus, ça me coûtera moins cher. Donc, de soigner les fonctions naturelles du sol permet d'avoir une économie d'intrants. Et on voit que les intrants deviennent de plus en plus chers. Donc ça vaut la peine de se dire, mais profitons au maximum de ce qu'on peut faire pour favoriser l'enracinement et puis la nutrition des plantes. Et ensuite, les corrections qu'on doit amener au niveau intrants supplémentaire seront plus basses. Et donc ça revient à faire quoi concrètement ? Ça revient à avoir une activité biologique. Ils travaillent pour nous. Donc ça va avoir des fonctionnalités qui permettent à la plante d'avoir assez d'eau, d'avoir assez de nutriments. Et puis que les racines puissent descendre sur toute la profondeur et puis pas s'arrêter, par exemple, à 30 cm si c'est compacté. Donc éviter les semelles de labour, tout ça. Éviter les dégradations. Le tassement du sol, qu'on peut observer ici d'ailleurs, parce que là, vous reposez sur un trèfle qui a 2 ans. Et quand on marche dessus, ça va à peu près. On arrive à pas trop s'enfoncer. Je vous recommande d'aller juste là-bas et regarder comment ça se passe. Vous allez voir que c'est quand même pas la même chose. Donc l'importance du sol... elle existe, c'est réel, on peut la mesurer. On arrive gentiment à la fin de l'épisode. Je vais vous remercier tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Et je ne sais pas si vous avez un petit dernier mot de la fin concernant ces sols, cette qualité du sol, cette surface à préserver. Vu qu'on est aujourd'hui sur la journée technique Progressol, c'est peut-être le moment, non ? Moi, j'ai bien aimé ta première phrase. Tu as augmenté le fait d'observer le sol, de creuser, de vraiment être conscient de ce qu'il y a. Puis je crois que c'est l'essentiel. C'est observer les sols. Observer, regarder, descendre du tracteur, faire un trou et regarder ce qu'il y a. Curiosité. Puis c'est joli, on voit des belles choses. C'est top.
Stéphane, un petit mot de la fin? Oui, alors peut-être la partie technique pour préserver le sol. Moi, je dis toujours, la recette, on pourrait dire miracle, c'est toujours vert. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, j'aime bien dire que le travail du sol, on le fait à la Berset. Les Suisses y comprendront. C'est aussi superficiel que possible, mais aussi profond que nécessaire. Bon, on va rester sur cette belle phrase. Je vous remercie à vous d'avoir écouté cet épisode. Et puis cet après-midi, il y en aura 2 autres. Si vous souhaitez venir, vous êtes les bienvenus. Et en attendant, je vous souhaite un bon appétit vu que ça commence à être l'heure. Merci. Merci. Merci.